L'univers intersidéral. Depuis des milliers d'années, l'homme cherche à percer les mystères de son immensité. Télescopes, navettes spatiales, sondes, l'homme a tout tenté. Pourtant, l'univers nous échappe toujours. Embarquez avec nous pour un voyage à travers l'inconnu, dans les profondeurs de l'infini, toujours plus haut, toujours plus loin, en quête de réponses. Partons à la découverte du cosmos. À 6 milliards de kilomètres de notre Terre, à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Alors que nous traversons l'orbite de Pluton en route vers la Terre, une question demeure. Si les distances à l'intérieur même de notre système solaire sont aussi gigantesques, qu'en est-il de l'univers tout entier? Y a-t-il autre chose au-delà de ces limites? Voici Jupiter situé à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre. Une ceinture d'astéroïdes se trouvant à plus de 278 millions de kilomètres. Mars, la planète la plus proche de nous. Comme ancrée dans nos âmes, cette soif d'exploration n'a jamais quitté l'homme, cette soif d'aller toujours plus loin, à la découverte des confins de la connaissance et de la compréhension humaine. En 1962, le célèbre discours du président américain Kennedy sur la quête de la Lune incarne parfaitement cette volonté farouche. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. 7 ans plus tard, durant l'été 1969, la fusée Saturne V voit le jour. À l'époque, c'est la plus puissante jamais conçue par l'homme. Sa taille équivaut à un immeuble de 36 étages. Elle envoie 3 hommes à la conquête de l'espace, en route vers cette sphère lumineuse qui, depuis toujours, permet à l'homme de mesurer le temps qui passe. La Lune. Il leur faudra 3 jours pour atteindre notre voisin le plus proche. Pendant ce temps-là, sur la Terre, des millions de personnes retiennent leur souffle, à chaque minute qui conduit les 3 astronautes toujours plus loin dans l'espace. Une mission qui incarne à elle seule des millénaires de rêves et d'aspirations. Puis vint ce moment de crainte et de joie mêlée, ce pas de géant pour l'humanité qui changea à jamais notre perception du possible, une source intarissable d'inspiration.
Pour se faire une idée de l'immensité de l'espace, commençons par les deux endroits de l'univers les plus importants pour notre planète bleue. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre et il est de taille. Environ un quart du diamètre de la Terre, ce qui fait d'elle la 5e plus grande lune du système solaire. Elle est si grande et si proche de nous que son influence gravitationnelle est énorme. Elle agit sur les marées et stabilise la Terre. La Lune se trouve à environ 385 000 km de la Terre, mais à l'échelle de l'espace, elles sont comme l'une au-dessus de l'autre. Et si la Lune était une balle de tennis située juste avant la ligne des 3 points d'un terrain de basket, la Terre aurait la taille d'un ballon de basket posé sur le panier, soit à un peu plus de 7 mètres l'une de l'autre. Si loin et pourtant si proche. Sans la force gravitationnelle de la Lune, la Terre s'inclinerait naturellement et sortirait totalement de son axe au lieu d'osciller très modérément. En cas de trop forte inclinaison, la lumière du Soleil ne réchaufferait plus la Terre de la même manière, et cela entraînerait une autre répartition des couches de glace entre les deux pôles et sur le reste de la planète. Notre climat à l'équilibre si fragile en serait totalement bouleversé. Fort heureusement, la Lune est là pour maintenir la stabilité de notre climat. La Terre, au gré d'une force gravitationnelle ancestrale, continue d'exercer son attraction sur la Lune, qui décrit un cercle à l'infini, telle une bille sur son rail. Sans cela, elle dériverait loin dans l'espace. Malgré les apparences, la Lune voyage autour de la Terre à plus de 3105 km/h, soit plus vite qu'une balle de pistolet propulsée à grande vitesse. Pourtant, lorsqu'on l'observe de la Terre, elle semble totalement immobile. D'ici, la Lune semble baignée dans une mer de tranquillité. Ce sont même tous les objets en orbite autour de notre planète qui donnent cette impression. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Lorsqu'on regarde les images d'archives de la Station spatiale internationale ou d'une navette spatiale en orbite à une distance de plus de 400 km de la surface de la Terre, on a du mal à se faire une idée de la vitesse réelle de ces deux engins. En réalité, ils se déplacent à plus de 20 fois la vitesse d'une balle. Les spationautes à bord de la Station spatiale internationale peuvent admirer un lever de soleil toutes les 90 minutes. Supposons que la navette se trouve à quelques centimètres de la Terre. Que donnerait de ce nouveau point de vue une vitesse de plus de 27 000 km/h à l'œil nu? Impossible de la voir arriver. Seul le vrombissement de son passage à plus de 8 km/s se ferait entendre. Car avant même d'avoir pu esquisser le moindre mouvement de tête, la navette aurait déjà disparu à l'horizon sans laisser de traces.
Désormais, on appréhende mieux les distances dans l'univers et on comprend mieux pourquoi il n'a fallu que 3 jours pour rendre visite à la planète la plus proche de notre Terre. Mais il est temps de poursuivre notre route plus avant dans l'espace à la découverte de ce géant de lumière situé à quelques 150 millions de kilomètres de la Terre. Le Soleil. Voici la star de notre système solaire. Sans lui, la Terre et la Lune ne seraient qu'amas sombres et glaciales de rochers, dérivant inlassablement dans l'espace. Bien avant qu'un mathématicien de la Renaissance n'affirme que le Soleil se trouve au centre de notre système solaire, l'homme connaissait déjà la valeur inestimable de cet orbe doré qui trône dans le ciel. Nul besoin d'un orrerie, un mécanisme inventé pour représenter le système moderne d'astronomie, pour comprendre que le Soleil nous apporte chaleur et lumière. Notre galaxie est constellée d'étoiles, et le Soleil en est la plus importante. Tout du moins pour nous. Bien entendu, il est impossible de se poser sur le Soleil, sa surface n'étant pas solide, mais uniquement constituée d'une couche de gaz chaud et bouillonnant appelée photosphère. Plus on s'approche de son noyau, plus cette masse gazeuse devient dense. En s'enfonçant à plus de 160 000 km à l'intérieur du Soleil, on atteint la zone de radiation où l'énergie émise par le cœur est transférée vers la surface sous forme de radiation électromagnétique. Si l'on poursuit notre chemin toujours plus à l'intérieur, on arrive enfin à cette centrale thermonucléaire qui régit absolument tout, le noyau. Température 15 millions de degrés Celsius. Voici l'endroit d'où provient toute la lumière et toute la chaleur de la Terre. Le Soleil est vieux d'environ 4,5 milliards d'années. D'ici 5 millions d'années, il aura épuisé la majeure partie de son carburant. Conséquence, il se refroidira et se transformera en une gigantesque étoile rouge. Mercure et Vénus, situés à des millions de kilomètres de là, seront engloutis au terme de cette formidable expansion. Mais quelle est exactement la taille de cette boule incandescente de chaleur? À l'échelle de notre système solaire, c'est la plus grande chose qui soit. Voici Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, les 2 plus grandes planètes. Comme le montre ce schéma, elles paraissent bien infimes en comparaison du Soleil. Il est si énorme et si puissant qu'il crée de l'énergie électromagnétique, ce qui génère de spectaculaires éruptions d'énergie à très fort taux de radiation. Il s'agit d'éruptions solaires, des phénomènes de plus de 10 fois la taille de la Terre elle-même. Si vous décidez de faire le tour de la Terre en avion, vous êtes sûr de vous embarquer pour un long voyage. Pour un trajet sans escale autour de la planète bleue, il faudrait compter environ 45 heures. Soit quasiment 2 jours à bord de l'appareil. Mais avec une circonférence 109 fois supérieure à celle de la Terre, un voyage autour du Soleil durerait 200 jours.
Par les plus chaudes journées d'été, on peut sentir la chaleur du soleil sur notre visage. Pourtant, celui-ci se trouve à 150 millions de kilomètres. Fort heureusement, nous sommes à la distance parfaite des flammes de cette fournaise stellaire. Ni trop près, ni trop loin. Si le Soleil s'arrêtait brusquement de briller, il faudrait exactement 8 minutes pour que les répercussions sur Terre soient visibles. La masse colossale du Soleil exerce une telle force d'attraction gravitationnelle que les planètes sont obligées de tourner en orbite autour de lui. Sur les échelles proposées dans bon nombre de schémas, il est totalement impossible de se rendre compte des distances réelles qui séparent les planètes de l'astre lumineux. Des distances exceptionnelles. Imaginez que nous décidions d'entreprendre un petit tour des différentes planètes du système solaire à bord d'une fusée Apollo. En partant du Soleil, il faudrait à peu près 60 jours pour atteindre la planète la plus proche. Maintenant, installez-vous confortablement dans vos sièges, car ce n'est que le début du voyage. Prochaine étape, Vénus, 12 jours de plus. Et ce n'est qu'au bout de 5 mois de ce voyage interstellaire que nous atteindrions la Terre. Puis encore 3 mois supplémentaires pour découvrir la planète rouge, Mars. Mais il faudra attendre 2 ans pour que Jupiter soit enfin visible. Et encore 2 ans de plus pour Saturne, puis 4 si vous voulez avoir la chance de voir un jour la planète Uranus. Pour Neptune, deuxième planète la plus éloignée du Soleil, il faudrait encore compter 13 années supplémentaires. Et enfin 18 ans de plus pour atteindre notre destination finale, Pluton, situé à plus de 6,5 milliards de kilomètres du Soleil. Comme vous l'avez compris, notre système solaire est immense. Pourtant, ce n'est qu'un vulgaire grain de sable au milieu de la galaxie. Cet astre si flamboyant qui domine notre système solaire se perd littéralement parmi les milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée. Mais alors, jusqu'où le plus rapide des vaisseaux spatiaux jamais conçus par l'homme a-t-il été capable de nous emmener ? Après ce long périple qui nous a conduits du Soleil aux planètes les plus éloignées, on se fait une meilleure idée de la distance entre chaque corps céleste. Et cela n'a quasiment pas bougé depuis 3 milliards d'années et les origines de notre système solaire. Mais aux confins de celui-ci, dans une zone appelée la ceinture de Kuiper, les choses ne sont pas aussi immuables. Ici se cachent plusieurs planètes naines, dont Pluton, ainsi que des millions de corps célestes glacés qui dérivent à travers l'espace. En majorité, des restes de planètes glacées qui datent de la formation de notre système solaire. Il y a plus de 4,5 milliards d'années. Ce sont des corps qui restent stationnaires, en orbite autour des planètes du système solaire.
turbulences gravitationnelles engendrées par Neptune ou Uranus font dévier ces sortes de blocs de glace de leur orbite d'origine et les envoient dans le système solaire interne sous forme de comètes à courte période. La plupart d'entre elles ne durent que quelques années, puis finissent par exploser à mesure qu'elles s'approchent de la chaleur du Soleil. Cette même chaleur qui provoque l'évaporation des couches externes de ces corps glacés, laissant échapper du gaz et de la poussière. Les vents solaires transforment toutes ces particules en une longue queue qui pointe à l'opposé du Soleil. En 1977, la NASA envoie 2 sondes spatiales, Voyager 1 et 2. Elles filent à travers l'espace à une vitesse de 56 000 km/h. Soit 2 fois la vitesse d'une navette spatiale en orbite. Après plusieurs décennies dans l'espace, les sondes Voyager finissent par franchir les limites de notre système solaire. Elles dépassent la ceinture de Kuiper et en 2010, elles atteignent l'espace interstellaire. Leur mission, explorer les limites de l'influence magnétique solaire. Au-delà de la ceinture de Kuiper, à la frontière du royaume du Soleil, s'étend un vaste ensemble sphérique appelé le nuage d'Oort. Sa limite externe se situe à 750 milliards de kilomètres du Soleil. Voici la structure glacée qui enveloppe notre système solaire, l'endroit même où les comètes aux orbites plus longues tirent leurs origines. La comète Hale-Bopp en est un bel exemple. Sortie du nuage d'Oort, elle navigue vers le Soleil dans un véritable éclat de lumière. En 1997, lors de son passage près de la Terre, Hale-Bopp devient visible à l'œil nu. Près de la Terre, tout est relatif, à plus de 160 millions de kilomètres. La dernière fois qu'elle s'est approchée aussi près de nous, c'était il y a 4200 ans. La Grèce antique et l'Empire romain n'avaient pas encore vu le jour. Hale-Bopp a depuis repris son chemin vers le nuage d'Oort. De retour à son état glacé, sa longue queue brillante n'illumine plus l'espace. Elle ne sera sans doute pas de retour avant plus de 2400 ans. Combien de ces restes glacés de planètes, plus communément appelées comètes à longue période, flottent dans le nuage d'Oort? Pas moins d'1 milliard. Voyons les choses de la manière suivante. Il y a 3 250 000 cristaux dans un sac de sucre en poudre de 2,5 kg. Il faudrait 325 000 de ces mêmes sacs pour faire 1 billiard de cristaux de sucre. Soit environ le nombre de comètes présentes dans le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort est si vaste qu'il s'étend sans doute jusqu'à 1/3 de la distance qui nous sépare de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Néanmoins, notre voisin stellaire se trouve quand même à plus de 4,3 années-lumière de la Terre. Pour atteindre ne serait-ce que le début du nuage d'Oort, il faudrait que les sondes Voyager poursuivent leur chemin pendant 1500 ans. Et 80 000 de plus pour Proxima du Centaure. Soit 2 fois le temps qui sépare l'homme préhistorique du XXIe siècle.
Pour atteindre le groupement d'étoiles ou astérisme le plus proche de la Terre, qui se trouve à 4,3 années-lumière de la Terre, il faudrait parcourir une distance de plus de 40 milliards de kilomètres. Pour une telle entreprise, seul un vaisseau spatial capable de transporter plusieurs générations d'explorateurs parviendrait au bout du voyage. Un vaisseau de la taille d'une ville. Comme l'histoire l'a montré, la théorie d'un système héliocentrique où les planètes tournent autour du Soleil n'était pas particulièrement bien vue pendant la Renaissance. En 1592, il y a un peu plus de 500 ans, Giordano Bruno, un philosophe italien, se risque à déclarer que le Soleil n'est pas la seule étoile de notre galaxie. Un terrible blasphème aux yeux du Vatican. Après des années de procès, l'Inquisition le reconnaît coupable d'hérésie et d'athéisme. Son unique péché, avoir osé penser que l'univers était infini. Que les étoiles n'étaient pas toutes à distance égale de la Terre et que la théorie de l'héliocentrisme s'appliquait à chacune d'entre elles. Bruno paiera ses idées de sa vie. En l'année 1600, il est brûlé vif. Pour avoir une idée précise des distances qui nous séparent des étoiles et des galaxies, l'homme a dû faire appel à une unité de mesure un peu différente. Une unité de mesure basée sur la vitesse de la lumière. La lumière voyage à une vitesse approximative de 300 millions de mètres par seconde. Si nous propulsions un jet de lumière de la Terre à la Lune, soit 384 400 km, il lui faudrait moins d'1 seconde et demie pour atteindre son but. Un simple battement de paupières. Pour la planète Mars, à près de 223 millions de kilomètres, cela lui prendrait un tout petit peu moins de 13 minutes. Pour Jupiter, un peu plus d'1 demi-heure. Pour Saturne, 1h10. Et pour parvenir au monde gelé de Pluton, il lui faudrait près de 5h30, même à une telle vitesse. Mais une fois les limites de notre système solaire franchies, les distances augmentent à l'infini. Il faut donc passer à une nouvelle unité de mesure, les années-lumière. Comme son nom l'indique, elle se base sur la distance parcourue par la lumière en un an. Proxima du Centaure, par exemple, l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, se trouve à 4,2 années-lumière de nous, soit plus de 40 milliards de kilomètres. Mais pourquoi s'arrêter là? Chaque semaine, les astronomes découvrent aux confins de l'espace toujours plus de nouveaux mondes, les exoplanètes. À 20 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Balance, se trouve une petite étoile ou naine rouge du nom de Gliese 581. Selon les scientifiques, il est possible qu'une planète du type de la Terre soit en orbite autour d'elle. Et si son atmosphère le permet, l'homme pourrait parfaitement y vivre. Mais comment faire pour l'atteindre? Il faudrait fabriquer un vaisseau capable de naviguer dans l'espace à 10% de la vitesse de la lumière. Mais même à cette vitesse, le voyage à la conquête des exoplanètes les plus proches prendrait des années. Un vaisseau long de plusieurs kilomètres, de la taille d'une petite ville. Un vaisseau totalement autonome.
est capable de parcourir des distances sur plusieurs générations d'êtres humains. Un vaisseau qui pourrait héberger des milliers de membres d'équipage, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour un voyage de plus de 200 ans. Tout comme les bâtisseurs des plus belles cathédrales du Moyen-Âge, ils seraient incapables de voir leur chef-d'œuvre achevé. Leurs arrière-petits-enfants passeraient eux aussi leur vie entière à bord du vaisseau. Mais eux non plus ne verraient jamais Gliese 581. Pire encore, ils n'auraient fait que la moitié du chemin. Un voyage pourtant bien dérisoire si l'on en croit l'immensité de l'espace. L'ensemble du système solaire s'étend sur plus de 5000 années-lumière et ce n'est qu'une infime partie de notre galaxie. Pour couvrir une telle distance, c'est un véritable périple interstellaire qui attend l'homme à bord de cette gigantesque colonie spatiale. Un voyage sans retour pour nos nobles explorateurs, mais un voyage pour l'avenir de l'humanité, porteur des générations de demain. En route vers une terre promise où l'humanité pourrait à nouveau trouver abondance et prospérité. Un voyage à la conquête de l'espace infini, à des vitesses difficilement imaginables pour le commun des mortels. Sa destination finale? Un monde étrange et imaginaire dont l'homme a longtemps rêvé. Un voyage qui semblerait une éternité et qui pourtant ne représenterait qu'une fraction de la Voie lactée. Pour avoir une chance de briser les frontières de notre galaxie et se perdre toujours un peu plus dans les profondeurs de l'espace, nous serions obligés de propulser le vaisseau à des vitesses inouïes. Petit à petit, nous prenons davantage conscience de l'immensité de notre galaxie, la Voie lactée. Lors des nuits les plus claires, il est parfois possible de l'apercevoir. Cet îlot de forme ovale tire son nom de cette bande à peine visible de lumière blanche qui s'étend à travers le ciel. Les points lumineux qui ressemblent à des étoiles sont en fait des groupements d'étoiles. De millions d'étoiles. C'est ici que se trouve le centre de la galaxie, sa partie la plus brillante. Comme nous sommes à l'intérieur, il est impossible d'en voir sa totalité. La Voie lactée est tout autour de nous. Dès lors, qui peut blâmer nos ancêtres d'avoir cru que la Terre était au centre de la galaxie? Le soleil se lève chaque matin et se couche chaque soir, nous offrant par là même un spectacle nocturne du paradis céleste. Et pourtant, lorsqu'il ne brille pas de mille feux dans le décor bleu-azur d'un ciel sans nuages, le soleil reprend sa place dans l'obscurité du ciel, parmi les centaines de milliards d'étoiles qui peuplent la Voie lactée. Les étoiles que l'on observe au loin sont à des milliards d'années-lumière. Une notion de lointain toute relative. Car de l'autre côté de la galaxie, c'est notre Soleil qui apparaît comme une étoile au lointain. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance de percevoir la Voie lactée de la sorte, il faudrait être à des millions d'années-lumière. Le nombre d'étoiles, de groupements d'étoiles, les constellations, l'univers lui-même dépassent tout simplement l'entendement. Comment faire pour replacer la Terre, le Soleil ou même le système solaire dans ce gigantesque tableau? C'est tout bonnement impossible.
La Voie lactée est épaisse d'1 millier d'années-lumière, son diamètre de plus de 100 000. Alors, comment se faire une idée plus terrestre d'un tel espace? Il suffit de faire la conversion. 1000 années-lumière correspondent en gros à 964 trillions de kilomètres. Est-ce plus clair pour autant? Envisageons cela d'une autre manière. Imaginons que vous ayez devant vous un crayon et une longue bande de papier, et que vous ayez le temps d'y inscrire 964 trillions de caractères. Par exemple, les 11 symboles des planètes de notre système solaire s'enchiront. Eh bien, cette bandelette de papier ferait plus de 3000 fois le tour du Soleil. Cet exemple nous permet-il de visualiser de manière un peu plus précise un tel nombre? 964 trillions de kilomètres? L'immensité de la Voie lactée? Rien n'est moins sûr. Au cœur de notre galaxie se trouve Sagittarius A, une source intense d'ondes radio située dans la constellation du Sagittaire. Elle héberge l'un des phénomènes les plus intenses et mystérieux de l'univers. Un trou noir supermassif, un phénomène d'une rare violence. Ici, la gravité est si forte que même la lumière ne peut y échapper. Les trous noirs présents dans les galaxies spirales, comme la Voie lactée, sont totalement invisibles. Mais les scientifiques sont capables de les déceler en observant le comportement des étoiles environnantes, invariablement attirées par ces derniers. Juste avant de se faire engloutir, elles émettent d'énormes quantités de radiation. Plus de 4 millions de fois supérieure à la densité du Soleil. Le trou noir de Sagittarius A fait disparaître sans laisser de traces des amas d'étoiles entiers. Ici, le temps et l'espace tels que nous les connaissons cessent d'exister. Malgré l'immensité de la Voie lactée, les scientifiques pensent que notre galaxie n'est qu'une spirale ordinaire perdue dans un petit coin d'univers. Supposons que notre vaisseau spatial intergénérationnel puisse embrasser un jour la vitesse de la lumière. Il faudrait tout de même 2 500 000 années terrestres pour atteindre Andromède, la galaxie la plus proche de nous. Même à la vitesse de la lumière, sa progression serait totalement imperceptible à l'échelle de l'espace. Seuls nos descendants pourraient atteindre cette étrange et nouvelle galaxie par le biais d'un trou de verre. Et avec un peu de chance, ils y trouveraient une planète habitable et abandonneraient leur vaisseau. Ils se mettraient à la recherche de nourriture, se fabriqueraient des abris et commenceraient à fonder des sociétés telles que nous les connaissons sur Terre. La réussite finale d'une mission planifiée sur des générations entières. Imaginez-vous débarquer dans ce nouveau monde, une planète aux conditions similaires à celles de la Terre, mais qui abrite peut-être des formes de vie inconnues. Une planète où l'évolution aurait pris un chemin différent. Pour l'instant, ce n'est bien sûr qu'un rêve, mais il n'y a pas si longtemps, c'est aussi ce qu'on disait de la Lune. Quel sort peut bien réserver l'avenir à notre espèce sur Terre? Ce voyage interstellaire à la découverte d'une nouvelle planète sera-t-il un jour nécessaire? Un voyage au-delà de nos certitudes. L'espace est immense, certes, mais que se cache-t-il au-delà de ce que nous voyons déjà, et jusqu'où?
Intéressons-nous maintenant aux véritables confins de l'espace, là où aucun vaisseau ne pourra jamais aller. Mais aussi à l'époque où tout a commencé, à la formation de l'univers. En 1923, un jeune astronome du nom d'Edwin Hubble travaille à l'observatoire de Mount Wilson, en Californie. Un jour, il pense tomber par hasard sur la nébuleuse d'Andromède. Il prend alors une série de clichés en noir et blanc qui vont très vite entrer dans l'histoire. Il ne le sait pas encore, mais le scientifique vient tout simplement de faire l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Andromède n'est pas un groupement d'étoiles à l'intérieur de la Voie lactée. Edwin Hubble vient de mettre au jour une nouvelle galaxie. Reste désormais à savoir combien d'autres se cachent au-delà de la Voie lactée. En 1990, la NASA procède au lancement d'un télescope orbital ultra puissant, baptisé en l'honneur d'Edwin Hubble. Son objectif, observer l'espace dans ses plus lointains recoins. De la taille d'un quart, Hubble navigue en dehors de la distorsion atmosphérique de la Terre. En un peu plus de 20 ans d'existence, il a déjà relevé et transmis les images plus étonnantes et instructives qu'il nous ait été donné de voir. La nébuleuse de la Lyre dans la constellation du même nom. Les gigantesques amas d'étoiles entourées de gaz rayonnants. Les restes de l'explosion d'une grosse étoile. La galaxie du tourbillon. Les piliers de la création, véritable colonne de poussière interstellaire. Des astérismes présents dans les galaxies naines les plus proches comme les plus lointaines. La nébuleuse de la Carène. Grande de 3 années-lumière. Les galaxies spirales à 30 millions d'années-lumière de la Terre. Des images plus extraordinaires les unes que les autres. Mais il y a une image prise par Hubble sur une période de 4 mois pendant l'année 2003 qui représente une avancée capitale, au même titre que la découverte par Edwin Hubble en 1923 de la galaxie d'Andromède. À première vue, on ne dirait rien de plus que des étoiles dans la nuit. Mais en observant de plus près, on décèle plus de 10 000 corps célestes. Pas d'étoiles, ni de système solaire ou même de groupement d'étoiles. Pratiquement chacune de ces minuscules boules de lumière sont des galaxies. Les astronomes ont baptisé cette image Ultra Deep Field, le champ ultra profond. Le plus exceptionnel dans la découverte de ces 10 000 galaxies, c'est que l'image prise par le télescope Hubble ne compte que pour 1/124 millionième de l'ensemble du ciel. Pour capturer une telle image, les astronomes ont pointé le télescope vers le sud et une infime parcelle de ciel, totalement noire et apparemment vierge. Puis, ils ont attendu.
Ils n'avaient aucune idée de ce que leur révélerait cette pénombre. Pour se faire une meilleure idée du point de vue d'Hubble, imaginez que vous êtes un spationaute flottant dans l'espace et que vous teniez un crayon à bout de bras. Caché par la gomme, un minuscule bout d'espace. Derrière lui se trouvent ces 10 000 galaxies. Et ce n'est pas tout. Toujours sur ce cliché, les astronomes vont déceler 5000 galaxies supplémentaires dans le flou de l'image. Parmi elles, certaines des plus anciennes. L'univers à l'état de nouveau-né. La lumière de ces galaxies nous propulse à plus de 13 milliards d'années-lumière en arrière, soit quasiment à l'époque du Big Bang. Mais combien de galaxies a-t-on pu recenser exactement? Jusqu'à la découverte d'Edwin Hubble, les astronomes penchaient pour une galaxie unique, la Voie lactée. Aujourd'hui, la NASA estime qu'il en existe des centaines de milliards, dissimulés dans les profondeurs de l'espace. Connaîtra-t-on un jour les limites de l'univers? Et si oui, que se cache-t-il au-delà de celui-ci? Tout le monde espère qu'un jour nous serons capables de découvrir les secrets d'un univers aussi complexe que démesuré. Sa taille dépasse sans doute notre imagination. Nous étanchons peu à peu cette soif d'exploration. Nous approchons petit à petit de l'ultime connaissance, pour un jour peut-être percer définitivement les mystères de l'univers.